Bonjour à tous, bienvenue dans la tribune des critiques de disques. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle tribune en 2 volets, puisque pour la première fois de l'histoire de la tribune des critiques de disques, nous allons aborder la 8e symphonie de Gustav Mahler, la symphonie dite d'Émile, une page qui méritait bien par son ampleur, sa durée, ses effectifs, 2 émissions. Vous ne connaîtrez pas, durant la première émission que nous nous apprêtons à enregistrer, le nom des interprètes en lice. Le suspense sera maintenu jusqu'à dimanche prochain où vous pourrez voter, puisque, durant cette première émission, nous allons entendre 2 extraits, le Veni Creator, qui est la première partie, chantée en latin, et puis le chœur final que tout le monde attend dans cette symphonie qui célèbre l'éternel féminin. C'est une symphonie qui a été créée sous la direction de Gustav Mahler en 1910, accueilli par un grand succès, il faut le dire, 1000 personnes sur scène, 850 choristes, dont 350 enfants, 8 solistes, 150 instrumentistes, bref, une œuvre qu'on joue rarement, qu'on enregistre rarement aussi. Il y aura 6 versions cet après-midi, il y en a environ, je dirais, 70-80 de ces versions de cette 8e symphonie dite d'Émile, titre que réprouvait d'ailleurs Gustav Mahler. Vincent Agrèche, vous êtes avec Emmanuel Giuliani et Yannick Millon, l'un de nos invités, pour cette écoute en aveugle sur ces 2 dimanches. Je voudrais que vous nous disiez, Vincent, si vous avez des souvenirs personnels, des souvenirs de concert plutôt, avec cette 8e symphonie. Souvenirs de concert, oui, même le premier souvenir de concert symphonique auquel j'ai assisté quand j'étais adolescent, c'était la création toulousaine de la symphonie d'Émile par Michel Plasson. Et c'était pas mon premier contact avec la musique classique, puisque je fréquentais un petit peu d'autres répertoires, mais c'était la première fois que j'avais un contact avec les masses énormes de l'orchestre, des chœurs, et quelle masse en ce moment de distanciation sociale où on peine à réunir 40 ou 50 musiciens. Qu'est-ce qu'il nous tarde de retrouver la symphonie d'Émile au concert. Et vous aviez déjà entendu d'autres symphonies de Mahler avant ou Non, c'était la première. C'est également mon premier contact avec Mahler. Et quelle a été votre réaction ? Je pense que... Séduit, submergé, ou alors au contraire un peu effrayé, parce que cette symphonie effraie parfois. Submergé, vraiment. Submergé à défaut de pouvoir exercer une écoute analytique aussi fine que ce que j'espère l'avoir développé par la suite. Mais c'est vrai qu'avoir premier contact avec Mahler, avec ce monument, et en plus c'était au Palais des Sports de Toulouse, donc pas dans une acoustique aussi fine que la Logrin, la merveilleuse salle de concert de la ville. Donc c'était quand même une rencontre avec la masse du son, beaucoup plus qu'une possibilité de rentrer dans toutes les subtilités de cette œuvre immense. Emmanuel Giuliani de la Croix, est-ce que vous avez des souvenirs personnels, et lesquels, avec cette 8e symphonie ? Oui, si vous voulez qu'on en parle, en effet, dans une vie antérieure, j'ai fait partie du chœur de l'orchestre de Paris, et donc un souvenir très marquant. En effet, vous parliez d'être submergé, tout à l'heure vous employiez le terme plongé, enfin, on a vraiment quelque chose d'océanique et de tempétueux avec cette œuvre, et donc le chœur de l'orchestre de Paris, qui était très fier de chanter d'ailleurs avec le Singverein de Vienne, Mahler, Vienne, même si elle a été créée à Munich, je crois, Absolument. mais néanmoins, voilà, sous la direction de Christoph Eschenbach, et c'était un répertoire qui lui allait bien et qu'il aimait particulièrement. Et c'est vrai que c'était au Palais Omnisport de Bercy, qui n'est pas non plus le lieu le plus poétique pour créer ce genre d'œuvre, mais bon, il faut évidemment un lieu très très vaste. Et je me souviens surtout, et je me dis que ça va peut-être être un guide d'écoute, que la plupart des consignes que nous avions régulièrement, c'était d'éviter tout, absolument toute inertie et tout effet de masse trop important. Ce qui peut paraître évidemment paradoxal étant donné les effectifs, mais justement, il faut avancer, pour reprendre les métaphores marines, il faut vraiment fendre les flots et avancer malgré cette immense masse. Et je pense que quand on aime, après, en tant qu'auditeur, la symphonie d'Émile, c'est parce que, en dépit de cette masse colossale, eh bien, on va vers un cap. Alors, cette symphonie se divise en 2 parties. Une première partie plus courte, le Veni Creator, chanté en latin, partie chorale quasiment incessante, et puis la deuxième partie qui est une symphonie dans la symphonie, où Mahler reprend la scène finale du Faust de Goethe. C'est une symphonie qui effraie un petit peu, c'est ce qu'on disait, qui submerge l'auditeur lorsqu'il la découvre. Yannick Millon, de Classica et d'Alta Musica,
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le style de cette symphonie par rapport à, je ne sais pas, la plus populaire, peut-être la 5e symphonie qu'on connaît, que l'Adagietto ou que, je ne sais pas, la 2e symphonie, la Résurrection. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qui la distingue d'un point de vue du langage? Alors d'un point de vue du langage, on est dans quelque chose qui est souvent plus diatonique. La première partie évoque un peu la musique, un peu, on pourrait dire un peu néo-baroque. Et puis la scène de Faust, c'est de la musique beaucoup plus romantique. Et la particularité de cette œuvre, je pense que c'est la seule œuvre éminemment positive de Mahler. Mahler est comme le compositeur de la souffrance et des conflits. Et là, pour la première fois, on a une espèce d'immense jet de lumière. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et c'était d'ailleurs un petit peu anticipé dans le final de la 7e, qui ouvrait une porte après des mouvements, les 4 premiers mouvements qui étaient plutôt sombres. Et donc, il essaie une nouvelle voie. Et il y restera pas longtemps parce que la vie le frappera de plusieurs malheurs. C'est le cas de le dire. Il décède moins d'un an après. Oui, pour la création. Mais même après l'avoir composé en 1906, l'année 1907, il va avoir énormément de problèmes. Il va perdre sa fille aînée. Il va perdre son poste à l'Opéra de Vienne et on va lui diagnostiquer une maladie au cœur. Ce qui fait qu'après, il va retomber dans quelque chose de plus malade, quoi, tout simplement. Il y a des témoignages assez étonnants d'ailleurs sur les critiques qui décrivent l'état physique de Mahler lorsqu'il crée cette symphonie en 1910. Mais puisque vous parliez, Yannick, de lumière, je voudrais vous citer cette petite phrase de Mahler dont on reparlera, je pense, au cours de l'émission. C'est une œuvre où on entend non pas des voix humaines, mais les chants des planètes et des soleils qui tournent dans l'espace. Une symphonie comme une immense dispensatrice de joie. Voilà. J'espère qu'on vous a donné envie d'écouter l'émission. En tout cas, nous allons nous plonger dans la première partie où nous entendrons 2 extraits, le Veni Creator, sans supprimer de version, et puis le chœur final, qui est le moment qu'on attend tous, même s'il est à la fin et qu'on a entendu bien des belles choses avant, au terme duquel nous supprimerons 2 versions avant de vous retrouver la semaine prochaine pour la 2e partie de cette symphonie dite des 1000.